Madame, Monsieur, bienvenue dans votre débat du 12-15. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous abordons des questions éminemment politiques. Le Gabon a repris son envol après 2 ans de transition. Les institutions ont été renouvelées selon un processus démocratique avec ses limites. Une loi de finances pour l'année 2026 a été votée. Le social, quant à lui, est un secteur particulièrement tendu avec une grève qui paralyse les cours dans les lycées et collèges. Bref, comment la nouvelle architecture institutionnelle se distingue-t-elle de la précédente ? Pourquoi les institutions avaient-elles cessé de faire consensus ? Quand et pourquoi la confiance institutionnelle s'était-elle érodée ? La réforme de 1991 a-t-elle trahi ses promesses? Nos invités répondront à toutes ces interrogations dans ce numéro. Il s'agit de M. Jérémy Nzé, juriste et doctorant en droit public. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Et à ses côtés, M. Jean-Paul Olomo, il est analyste politique. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci également d'être des nôtres. Alors, actualité oblige, messieurs, les enseignants du mouvement SOS Éducation en grève appellent à rencontrer directement le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette revendication est-elle légitime au regard du fait que le président de la République est également chef du gouvernement? On regarde la mobilisation des enseignants concernant la grève à laquelle vous faites allusion. Il est clair qu'elle est légitime parce que dès lors que toute une corporation se reconnaît dans un certain nombre de revendications, il est par ce qu'on clair que les autorités en charge de trouver des réponses à ces questions-là doivent essayer de trouver des solutions. Cependant, le fait que les enseignants aussi demandent à rencontrer directement le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, dénote d'un manque de confiance avec la tutelle. Parce que, pour dire un peu dans termes, si on fait un anglicisme, bypasser le ministère de la tutelle, donc le ministère en charge de l'éducation nationale, c'est qu'en réalité, le pacte de confiance s'est rompu. Et donc, de ce fait, ils estiment que le président de la République, qui est la pierre angulaire des institutions, qui est le dernier rempart contre ce qu'ils pourraient considérer comme des injustices et qui est, de leur point de vue aussi, la solution à leurs préoccupations, eh bien, il est normal que de ce fait, puisqu'ils n'ont plus confiance en leur tutelle, qu'ils se tournent donc vers le président de la République pour essayer de trouver une réponse à leurs questions. Monsieur Olomo, mais est-ce que cela ne fait pas porter aussi une lourde responsabilité finalement au chef du gouvernement? Donc on sait qu'il est par ailleurs le chef de l'État et qu'il a plusieurs dossiers également. Ben oui, c'est aussi une des réalités de nos sociétés africaines, où le chef incarne l'autorité. De ce fait, il est chargé de un peu régler toutes les questions qui peuvent considérer ses concitoyens. Je ne dirais pas que le chef chez nous, c'est un monarque, mais ce qui est clair, c'est que le fait qu'on se retourne systématiquement vers lui, c'est la preuve que, malheureusement, nos institutions considèrent que la présidence de la République, qui est, on va dire quoi, qui est l'architecte même du fonctionnement, qui est la clé de voûte des institutions, qui est l'architecte même de la République, eh bien, par conséquent, il est normal qu'on se tourne vers elle. C'est un peu cette vision que nous avons malheureusement dans nos institutions. On n'est pas dans un système semi-présidentiel. C'est cette vision, ou cette culture, elle ne date pas d'aujourd'hui. Oui. En 1991, il y avait déjà une constitution qui était en vigueur. Celle-ci consacrait la présence d'un Premier ministre. Qu'est-ce qui posait problème avec cette constitution? Le problème avec le Premier ministre, c'est ce que les Gabonais ont certainement reproché. C'est ce qui les a motivés à demander à ce que l'on puisse éliminer ce poste. C'est que le Premier ministre était un peu le fusible du président de la République. C'est-à-dire que le président s'en servait pour mettre à exécution sa vision, ou le programme pour lequel il a été élu. Et c'était lui qui était en quelque sorte responsable à la place du président lorsque les choses étaient défaillantes. Alors que lui, il est nommé par le président. Et donc, de ce point de vue, on avait l'impression qu'on avait d'un côté celui qui était responsable et pas coupable, et de l'autre qui n'était pas responsable et qui était toujours coupable. Et donc, les Gabonais en ont donc eu marre de ce bicéphalisme à la tête de l'exécutif et ils ont donc demandé à revenir
à une structure plus simpliste, c'est-à-dire que le président de la République incarne lui aussi la responsabilité gouvernementale directement. Monsieur Jérémy Nzé, Monsieur Olomo le dit, les Gabonais en ont eu marre de ce bicéphalisme à la tête de l'exécutif, bicéphalisme, avoir deux figures à la tête de l'exécutif. Quand et pourquoi concrètement les Gabonais en ont eu marre de ce type de régime? Comme monsieur vient de le dire tout à l'heure, ici le problème c'est l'amalgame en termes de responsabilité. On ne savait pas qui était réellement responsable. Le président pouvait mettre au devant de la scène le Premier ministre, mais quand il s'agissait d'être responsable de la politique publique de la nation, c'était toujours le Premier ministre qui en prenait les coups, alors que c'est le président qui peut déterminer les grandes lignes de sa politique. Et oui. Le Premier ministre était donc pointé du doigt, était reconnu comme le responsable d'une politique qui pouvait être inefficace. Est-ce à dire que c'est uniquement ce bicéphalisme qui faisait en sorte que ces régimes soient contre-productifs? Non, ce n'est pas uniquement, mais c'est l'une des questions essentielles. Parce que ce bicéphalisme, déjà en termes de responsabilité, on doit savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et ici, lorsqu'on vise essentiellement le problème, on peut facilement trouver la solution. Mais lorsqu'à chaque fois, on pointe à une personne du doigt et qu'on va changer à chaque fois de Premier ministre, de nouvelles politiques vont venir. On a vu qu'on a énormément changé de Premier ministre, mais les problèmes sont toujours restés les mêmes. Donc, c'était légitime pour les Gabonais de demander de passer à notre régime. Alors, on voit bien qu'avec ce retour au monocéphalisme à la tête de l'exécutif, retour parce qu'il existait déjà en 1961, oui. Mais entre 1961 et 1990, monsieur Jean-Paul Olomo, il y a eu plusieurs modifications de la Constitution. On arrive en 1990, il y a la conférence nationale, cette respiration démocratique avec une nouvelle Constitution, celle de 1991. Entre 1991 et 2023, là également, plusieurs modifications constitutionnelles. Qu'est-ce qui peut expliquer que la Constitution fasse l'objet d'autant de modifications? Parce que les politiques qui sont censées animer la vie de la nation considèrent que les dispositions qui sont contenues dans cette Constitution-là, si on va de manière vraiment honnête, je dirais que c'est parce qu'ils estiment qu'à un moment T, la Constitution ne concilie pas à la fois leurs intérêts propres et les intérêts de la nation. Donc, de ce point de vue, ils préfèrent privilégier les leurs. Parce que lorsque vous regardez les différentes modifications, ce sont des modifications qui ont toujours attrait aux missions, au traitement, qui ont toujours été des retouches d'institutions politiques, essentiellement. Il y a rarement eu de modifications de la Constitution qui vont dans le sens de la prise en compte d'une préoccupation populaire. Par exemple, il y a une espèce de débat qui semble vouloir se propager dans l'opinion publique concernant le retour de la peine de mort. Et le président Brice Oligui Nguema a bien fait de botter en touche cette question en disant que c'est seul le peuple. Et c'est à ce système-là qu'il faudrait en réalité revenir. Il faudrait que les politiques ne transforment systématiquement la Constitution lorsqu'ils estiment qu'ils ont un blocage sur le plan politique. Il faut qu'avant de prendre une telle initiative, qu'ils prennent maintenant l'habitude de se référer, qu'il y ait une consultation et que le peuple seul souverain puisse décider de la nécessité ou non de procéder à ces modifications-là. Monsieur Jérémy Nzé, partagez cet avis? Oui, effectivement, mais sauf que par rapport au retour de la peine de mort, j'ai analysé un peu la question du chef de l'État qui était de retourner la question à la population. C'est très bien et c'était louable, mais juridiquement, ça rencontre assez de difficultés. Parce qu'ici, ce n'est pas la population, on ne peut pas le faire par voie référendaire ou encore par consultation. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui est souverain, M. Jérémy? Justement, le peuple est souverain à ce niveau, mais là, le Gabon est engagé avec plusieurs traités au niveau international. Et ces traités-là ne prévoient pas des clauses pour qu'on puisse revenir en arrière. Pourquoi? Parce que
le droit à la vie est l'un des droits les plus protégés en ce qui concerne les droits humains. Et on a remplacé la peine de mort par la réclusion criminelle à perpétuité au Gabon. Et si on revient à la peine de mort, ça porte atteinte au principe de la non-régression des droits de l'homme. Monsieur Jérémy Nzé, c'est vrai que les éléments que vous évoquez sont plus ou moins techniques du point de vue juridique, mais j'ai quand même envie de vous poser la question de savoir, le Gabon est engagé dans des traités internationaux au nom de qui? Au nom du peuple gabonais. Du peuple gabonais. Donc je pense quand même que le peuple gabonais est encore libre de décider en dernier recours. Mais je voudrais savoir quelles peuvent être les garanties, monsieur Jean-Paul Olomo, que la Constitution de la Ve République ne connaisse pas les modifications constitutionnelles qu'on a connues par le passé. Y a-t-il des verrous? Oui, dans cette constitution-là, effectivement, il y a des verrous qui permettent, mais lui, le doctorant sera peut-être mieux placé pour revenir sur les aspects techniques, parce que l'une des raisons, justement, qui avait amené à la Ve République, c'est cette récurrence des modifications de la constitution-là qui exaspérait les populations, au point où, en réalité, le peuple ne savait plus quel type de constitution s'imposait à lui. Donc, de ce fait-là, il y avait comme une espèce de, on va dire, une visibilité ou bien une forme de chaos qui s'installait en termes de vision, un peu dans le sens où le peuple ne savait plus vers quoi il était amené. Et donc, le fait qu'on ne puisse plus facilement modifier, ou si vous voulez, le fait que le politique n'ait plus seul la main pour décider ou pas de la modification de la Constitution, c'est véritablement l'une des volontés essentielles du peuple qui a été prise en compte par les constitutions. Monsieur Jérémy Nzé, monsieur Olomo parle d'un chaos qui se présentait à l'époque. Vous êtes de cet avis? Vous pensez que ce qui a mené au coup d'État rebaptisé en coup de libération pouvait être assimilé à une crise institutionnelle? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, rien que par la dénomination du groupe militaire qui a effectué le coup de libération, nous pouvons déjà voir que le problème était déjà là, parce qu'ils pouvaient prendre une autre dénomination. Mais s'ils se sont attardés sur la restauration des institutions, c'est parce qu'ils savaient que le problème était une crise institutionnelle. Parce que si les institutions sont faibles, le politique peut facilement passer par derrière pour faire ce qu'il veut, quoi. Et là, aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de Premier ministre, mais quand il y avait un Premier ministre, le Premier ministre était responsable devant l'Assemblée nationale. En théorie, il devait bénéficier de la conscience du Parlement au risque d'être démis par un vote de défiance. Est-ce que, en supprimant le poste de Premier ministre, cela ne donne pas un chèque en blanc au chef du gouvernement? M. Jean-Paul Olomo. Un chèque en blanc au chef du gouvernement, je ne pense pas, puisque même si d'un point de vue politique, le vice-président en charge du gouvernement a moins d'influence, a moins de pouvoir, je dirais, que le prédécesseur qui était Premier ministre plein. Mais il est clair que le vice-président en charge du gouvernement garde quand même la main, dans le sens où il coordonne l'action du gouvernement. Il est le principal collaborateur du chef de l'État sur les questions qui concernent le gouvernement de la République. Et donc, de ce fait-là, il a quand même une influence qui est non négligeable. Sauf que, et c'est là la grande différence avec le poste de Premier ministre, c'est qu'il ne sera plus responsable de l'action gouvernementale et que par conséquent, c'est au chef de l'État maintenant qui devra lui-même assumer les échecs de son gouvernement. Si jamais échec il y a, oui, M. Jérémy Nzé, comment on peut analyser ces rapports aujourd'hui entre l'exécutif et le Parlement? Et le Parlement, je pourrais dire en des termes simples, c'est des rapports déséquilibrés mais nécessaires. Déséquilibré mais nécessaire, pourquoi? Parce que le Parlement ne peut plus, bien sûr, tenir pour responsable le chef du gouvernement. Pourquoi déjà? Parce que le président de la République, c'est un élu, et les députés aussi sont des élus. Donc on ne peut pas destituer ce que la volonté populaire a fait. Donc à ce niveau, je crois que je suis un peu d'avis avec ce que disait monsieur tout à l'heure. Oui, mais la responsabilité, le rôle du Parlement, c'est de contrôler aussi l'action du gouvernement. Oui. Quels sont les instruments que détient aujourd'hui le Parlement pour pouvoir contrôler l'action de l'exécutif? Effectivement, il y a plusieurs façons de contrôler l'action du gouvernement. On ne peut pas seulement passer par la question de confiance.
Il y a d'autres types de contrôles peut-être que je ne vais pas citer ici parce qu'ils sont nombreux. Mais c'est vrai que l'une des plus plausibles, l'une des plus directes, c'était la question de confiance que le Premier ministre pouvait venir demander auprès de l'Assemblée nationale. Mais la volonté populaire a peut-être vu que l'irresponsabilité ici signifiait que l'irresponsabilité du chef de gouvernement signifiait que le Parlement ne pouvait plus contrôler l'action du gouvernement, ce qui n'est pas totalement vrai. Et donc, M. Jean-Paul Olomo, aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que toute la responsabilité politique revient au chef de l'État, qui est en même temps chef du gouvernement, mais néanmoins, il a quand même un gouvernement. Comment le Parlement fait aujourd'hui pour contrôler l'action de l'exécutif? Il le fait avec les moyens dont il dispose. On a des enquêtes parlementaires, on peut avoir des auditions directement du gouvernement. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait M. Zé, les rapports sont déséquilibrés dans la mesure où le Parlement ne pourra pas destituer le gouvernement. Or, le chef de l'État peut destituer le Parlement. Donc, on voit bien qu'il y a à ce niveau-là une forme de déséquilibre qui amène à penser que quelque part, il y a une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur les parlementaires, dans la mesure où si le président estime qu'il n'a plus la confiance du Parlement, il peut donc décider de dissoudre le Parlement, alors que le Parlement, s'il n'a plus la confiance au chef de l'État, il n'a pas les moyens de le destituer, ou du moins ce serait extrêmement compliqué. On a vu récemment que plusieurs ministres étaient auditionnés auprès du Parlement, notamment de l'Assemblée nationale et même du Sénat. Est-ce que le Parlement a le pouvoir, de faire émettre des avis, des recommandations auprès du chef de l'État quant à peut-être l'inefficacité dans l'action des membres du gouvernement? Oui, il y a tout ça. Il faut, quand on regarde bien, et là je parle sous son contrôle, globalement, si on regarde les différents parlements depuis 1990, c'est à peu près les mêmes missions. D'accord? Contrôler l'action du gouvernement, voter les lois, etc. etc. Donc ça n'a globalement pas changé. Par contre, là où il faudrait vraiment faire un effort, c'est la sensibilisation des hommes politiques. Il faudrait qu'on incite les hommes politiques, notamment les parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, à véritablement aller au-delà de ces simples missions de contrôle et de vote des lois. Il faut que les parlementaires eux aussi produisent des textes et règlements. Il y a très peu de propositions de loi qui viennent de la part du Parlement, alors que la Constitution permet justement à ces parlementaires, comme il le permet au président de la République, au gouvernement, de produire des textes. Et donc là, à ce niveau-là, il faut véritablement faire un travail, puisqu'ils sont censés incarner, ce sont des élus de proximité. Donc, ils sont mieux placés que le chef de l'État pour pouvoir parler, pour pouvoir connaître les aspirations des problèmes de population et donc pour pouvoir proposer des textes qui puissent véritablement répondre à ces aspirations-là. C'est dans ce sens-là où il faudrait véritablement, à mon sens, orienter l'action du Parlement. Et ça, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail d'éducation, c'est un travail de formation. Et je pense que ça empêche encore. Vous qui êtes le spécialiste de droit, le Premier ministre avait pour prérogative la gestion des personnels civils et militaires. Et aujourd'hui, cette responsabilité, cette prérogative revient au président de la République. Or, on a mis en place un système de délégation de ces prérogatives du chef de gouvernement qu'est le président de la République à l'endroit du vice-président du gouvernement. Question, à quoi aurait donc servi la suppression du poste de Premier ministre? On a déjà répondu à la question. La délégation n'enlève pas le fait que, pour moi, la suppression du poste de Premier ministre était nécessaire. Pourquoi? Parce que ici, on revenait à un adage qui disait on change simplement les ministres sans toucher le fond du problème. Est-ce que la délégation ne comporte pas des risques? La délégation, pour moi, ça n'engage que moi, elle ne comporte pas de risques. Pourquoi? Parce qu'en termes de responsabilité, ça revient toujours à la personne qui a délégué son pouvoir. Donc, s'il y a problème, on se réfère simplement à la source.
Donc, vous êtes d'avis, M. Jean-Paul Olomo, la délégation ne pose pas de problème parce qu'elle n'engage pas la responsabilité du vice-président du gouvernement? Tout à fait, parce qu'on avait par le passé l'impression que le président, il était dans sa tour d'ivoire, de laquelle il pouvait décider de tout, mais sans être responsable de quoi que ce soit en réalité. Puisque à chaque fois qu'il y avait des mécontentements, il y avait ce fusible qui était disponible, qui était le Premier ministre. Et donc, avec cette nouvelle architecture, il est clair que le président sera amené à véritablement venir répondre devant les représentants de la nation à chaque fois que celle-ci le jugera nécessaire. Et cela ne peut pas poser des complications dans la coordination de l'action de l'administration? L'avantage avec ce type de procédé, de mon point de vue, c'est qu'il favorise le dialogue politique permanent, en réalité. S'il y a, même si on le reconnaît, qu'il y a une forme d'asymétrie dans les rapports de pouvoir entre le Parlement et l'exécutif, donc la présidence de la République, mais au moins le fait qu'il n'y ait plus de Premier ministre, c'est qu'à chaque fois le président doit lui-même venir se justifier devant le Parlement. Derrière, il y a aussi le fait qu'il vient dialoguer avec le Parlement, qui est l'autre institution. Et ça, ce dialogue parlementaire-là, c'est quelque chose qui n'existait plus, puisque le président, étant à la présidence, ne discutait pas avec les députés, c'était le Premier ministre qui était chargé de le faire. Et donc, le fait qu'il n'y ait plus ce Premier ministre-là amène le président à être plus en contact avec les parlementaires et à faire preuve parfois de toute la panoplie qu'il pourrait avoir en matière de négociation dans le cadre d'un dialogue politique permanent. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où ça favorise, ça limite les barrières entre les différentes institutions, ça permet une forme de fluidité dans la transmission de l'information et ça permet aussi de maintenir une forme de cohésion, on va dire, à la tête de ces deux institutions piliers de la République. En 2 minutes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on retient? Quels sont les éléments qui ont favorisé une crise de confiance avec les régimes précédents? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les citoyens ont retrouvé la confiance dans les nouvelles institutions? Pour moi, je peux dire que ce qui a déjà favorisé une crise de confiance entre les institutions et la population, ça part d'abord du fait des multiples modifications de la Constitution à partir de 97, 2003 en montant, jusqu'en 2023 d'ailleurs, de toutes les modifications qui ont été faites. Et il y a aussi le fait des crises post-électorales, parce qu'il ne faut jamais oublier ça. À chaque élection, on croisait les pouces. Voilà, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc, on n'avait plus totalement confiance en ces institutions-là par rapport à pratiquement ces deux, je ne vais pas dire 2 petits exemples, parce que c'est 2 gros exemples qui peuvent emmener des sous-exemples, bien sûr, mais pour ne citer que cela, on peut prendre tout cela en compte. Monsieur Jean-Paul Olomo, avant de nous quitter, peut-on parler d'une plus grande responsabilité dans les décisions de gouvernance, avec pour conséquence une obligation de réussite dans la nouvelle architecture institutionnelle? Bien sûr, et ça on peut le voir dès aujourd'hui. Une fois que toutes les institutions ont été mises en place, un certain nombre de problèmes qu'on pensait avoir disparu ont ressurgi. Les problèmes des enseignants, régularisation des situations administratives, paiement des vacations, problèmes de postes budgétaires, toutes ces questions-là qui, durant 2 années presque, semblaient être mis de côté, semblaient résolues. Mais pas pour les acteurs concernés. Voilà, donc maintenant, en fait, moi je pense que durant la période de la transition, en réalité, les Gabonais ont mis de côté les problèmes qui étaient à l'origine de l'effondrement de la 4e République. Et donc, maintenant que la 5e est mise en place, ils ressortent tout simplement ces problèmes-là et les mettent à l'épreuve de la 5e République. C'est maintenant aux hommes et aux femmes chargés d'animer ces institutions de la 5e République, de montrer la vigueur de ces institutions-là et leur capacité à véritablement être plus efficaces quant à la recherche de problèmes de nos concitoyens. Voilà, c'est tout, vous l'avez compris. J'étais en présence de M. Jérémy Nzé, juriste, doctorant en droit public, et M. Jean-Paul Olomo, analyste politique. Et nous revenions justement sur les causes qui expliquent la crise des régimes précédents et les perspectives pour cette nouvelle architecture politique. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.